La bourse électronique, ça fait que 10 ans que ça existe. Avant, c'était à la criée, et il y avait des traders qui étaient sur le pit et qui achetaient pour leur propre compte, c'était les NIP, les négociateurs indépendants parquet, et il y avait les banques qui étaient sur le pit. Et donc, par exemple, quand une banque voulait acheter sur le parquet, donc elle avait un trader qui était sur le pit, et quand il voulait acheter, bah, il se retournait et il disait à son ego, je veux acheter à 2870. Et quand il disait je veux acheter à 2870, tous les NIP bah, achetaient avant, parce qu'ils savaient que le Société Générale achetait. Donc pour eux c'était un problème. Donc ils ont très vite squeezé la bourse physique pour passer en électronique pour être plus discret. Parce que si vous savez que la Société Générale veut acheter, chez Société Générale, n'importe quel hedge fund ou n'importe quelle banque, veut acheter à 2870, vous, si vous achetez à 2139 ou 2170, vous savez qu'ils vont faire monter le marché et vous allez pouvoir sortir. Donc ils en avaient marre d'avoir tous ces traders indépendants qui arrivaient avant eux. Donc ils ont passé en électronique. Mais en électronique, ils ont eu le même problème. C'est-à-dire que quand ils arrivaient sur le marché et qu'ils plaçaient un ordre, eh ben, tous les particuliers achetaient avant. Et tous les particuliers vendaient, enfin tous les particuliers ou tous les traders, quand je dis particuliers, c'est des traders qui spéculent pour leur propre compte. Tous les traders vendaient avant les gros niveaux. Donc ils ont trouvé le subterfuge de mettre des spoofs. Et comme ça, on ne voit pas où ils sont. Donc nous, notre travail, ça va être d'identifier où sont ces gros intervenants. Et par exemple, ici, ça va être d'acheter 71 et 74. Parce qu'on sait qu'à 75, il y a un gros intervenant, et à 70, il y a un gros intervenant. Et notre coupe, elle va être faite assez rapidement, à 76, 77. Là, j'ai pris dans l'exemple des niveaux qui étaient rapprochés, mais par exemple, imaginons que le prochain gros ordre est au-dessus, il n'y aura que des petits ordres. C'est pour ça que des fois, ça peut ranger. Vous avez ça range, parce que lui il veut vendre, lui il veut acheter, donc ça va rester sur ce niveau. Et dès que ce niveau va sauter, on va aller au prochain. Après, quand on va arriver à 2175, 2165, là il y a 2000 lots. Tant que ces barrières est là, ça va ranger. C'est pour ça qu'on a souvent ça baisse, ça range, ça baisse, ça range. C'est exactement ça. Donc ça fait ça. Tant que le mouvement baisse jusqu'à 2170, tant que 2170, cette quantité n'est pas exécutée, on va remonter. On va remonter parce que là, il n'y a pas d'ordre. C'est un gruyère. Et donc, la plupart des traders qui connaissent pas le carnet d'ordre, là, j'ai pris des ordres rapprochés. Donc, imaginons que ça fait 20 points. Vous allez voir que ça va descendre très rapidement et vous allez vous dire « Ah, il y a une mauvaise news, je vais vendre. » Alors, vous allez vendre à 71 et ça va remonter à 75. Et vous pouvez vous faire squeezer à chaque fois parce que vous vous dites mais je ne comprends pas pourquoi ça descend. C'est uniquement parce que le marché il est tenu par un gros acheteur et un gros vendeur. Donc nous notre travail ça va être de jouer ce range-là. Justement avec plusieurs outils, on a par exemple, nous toute la journée on est devant les ladders et on voit les quantités qui sont exécutées. Par exemple ici à 2870, il a affiché 1985 lots. Mais peut-être que c'est un asset manager, AXA ou un hedge fund qui a par exemple 10 000 lots à acheter. Donc là, on va arriver à 70, mais on va voir sur le carnet un vendeur, quelqu'un qui vend 500 lots, 500 lots, 500 lots, 500 lots. Et ça ne va jamais refaire. Là, on va voir que y a toujours quelqu'un qui remet des lots parce qu'il a énormément de lots à passer. Donc ça, nous, on le voit au carnet. On va voir qu'il y a une barrière, en fait, ce qu'on appelle iceberg. C'est-à-dire que là, on va avoir un volume qui va augmenter. C'est-à-dire qu'il va y avoir 500 lots, 500 lots, 500 lots. Et sur Market Profile, en fait, c'est le volume par prix. Donc là, on va se retrouver sur Market Profile avec, par exemple, 5000 lots. Là, 300 en exécuté, et là on va en avoir plutôt 10 000 et 10 000. Et là, avec le volume exécuté par prix, on va définir que les gros sont là. Non, parce qu'en fait, les logiciels, ils sont juste là pour reprendre les informations qui sont exécutées.
non, qui ne sont pas exécutés justement. Vous aurez, par exemple, vous allez avoir des données sur ça, en disant il y a tant de lots, et nous ce qui nous intéresse c'est ce qui était exécuté. Nous on va s'intéresser au niveau de prix où il y a un gros volume, pour définir les niveaux d'achat et des niveaux de vente. Et à partir de ce moment-là, on va scalper ce range-là. Et une fois que cette zone-là, ce support-là est cassé, on va attendre de voir le prochain gros niveau où il y a un gros acheteur. Ça veut dire que s'il a 70, bon là, imaginons qu'il a 5 000 ou 10 000 lots à acheter, bon, il en met 1985 pour commencer, pour splitter son ordre. Si à chaque fois qu'il y a un vendeur, il y a toujours un acheteur qui en met, on se dit que là, c'est un gros niveau. Mais par contre, une fois que ce niveau est invalidé, imaginons qu'il y a quelqu'un qui arrive avec 20 000 contrats à vendre, et ben, la personne, même si elle a 10 000 lots et qu'elle leur remet à chaque fois 500 lots à l'achat à 70, ben, quand elle aura fini ses 10 000 lots à acheter, ben, il y aura la personne qui a 20 000, elle a encore 10 000 lots à vendre. Donc sur ces niveaux-là, en fait, on sait que ça ne sert à rien d'acheter parce qu'il n'y a personne. Donc il faudra attendre. Et je pourrais vous dire, la plupart des personnes qui ne traitent pas au carnet d'ordre vont se dire je ne comprends pas, 70 ça a super bien tenu, et après c'est un gruyère, ça fait 70, 65 one shot. Parce qu'en fait il n'y avait personne. C'est pas parce qu'il y avait une news. Et le prochain niveau de support, ça va être 2865. Si. Oui. Voilà, exactement. Mais tout au long de la journée, ces niveaux ils ne bougent pas. Les gros asset managers, j'ai travaillé avec Dexia Asset Management, ils ont des ordres qu'ils exécutent par exemple sur une semaine. Donc si le marché, par exemple si Dexia Asset Management, ils disent je vais acheter 2870 et que c'est plutôt des fourchettes de prix de 3-4 points, si le marché il remonte, ils ne vont pas commencer à courir après le marché en disant je veux acheter, je veux acheter. Quand ça va revenir sur ce niveau-là, ils seront acheteurs. Et donc, nous, on va, tous les jours, moi je tiens mes niveaux où je sais que sur ces niveaux-là ça tenait. Je sais que sur ce niveau-là, il y avait un gros acheteur. Donc quand le marché va revenir, ben, eux ils auront leurs ordres d'achat préparés. Ouais. Prix et volume. Prix et volume. En fait, ouais, c'est en anglais, mais je ne vais pas faire la conférence en anglais, mais c'est ça, ouais. C'était prêt à Chicago, enfin voilà, c'est ça. En Angleterre, enfin c'était tape trading donc voilà comment on identifie nos niveaux d'achat et de vente. Une fois qu'on a identifié nos niveaux d'achat et de vente, tant que ces niveaux sont pas invalidés, eh ben, on va continuer à spéculer entre le niveau de vente et le niveau d'achat. Donc c'est pour ça que la plateforme de trading TT ou CQG, moi j'utilise la plateforme CQG parce qu'elle est plus conviviale. J'ai traité aussi avec la plateforme TT quand j'étais dans des hedge funds ou des institutionnels. Cette visualisation vous permet de faire du carnet d'ordre. Vous ne pourrez pas faire du carnet d'ordre si vous n'avez pas le DOM par exemple. Parce que vous avez besoin aussi de rapidité. Ici à 2870, quand vous voulez, si vous voyez qu'il n'y a plus d'acheteurs, il faut couper très rapidement en fait. Et les ladders, pour acheter, il faut juste cliquer là. Et pour vendre, il faut juste cliquer là. Vous avez paramétré le nombre de contrats futurs que vous voulez acheter ou vendre. Et pour acheter, vous cliquez là, pour vendre, vous cliquez là, et vous êtes exécuté. Si vous passez du temps à mettre la quantité et le prix dans certaines plateformes pour particuliers, vous n'y arriverez pas. Il faut aller très vite. Donc ça, c'est pour la visualisation du carnet. Donc en fait, les avantages du carnet d'ordre, c'est que on arrive assez facilement à maîtriser son risque. On sait dès le départ combien on est prêt à miser sur un trade. Ça peut être en tick ou en PNL. Et c'est une stratégie qui est réplicable parce que chaque trader a un profil. Il y en a qui vont être très agressifs et il y en a qui vont prendre toujours 1 point, 2 points. Il y en a qui vont essayer de prendre le range qui peut être de 5-10 points. Et à partir de là, chaque trader va pouvoir
à partir de son risque, définir comment il va en rentrer ses positions. Par exemple, il y a des traders que j'ai pu former, qui vont toujours perdre et gagner le même montant. C'est-à-dire qu'ils vont être sur ce profil-là. C'est-à-dire qu'ils vont gagner 5 points, ils vont perdre 5 points. Ils vont gagner 5 points, ils vont perdre 5 points. Donc eux ne peuvent pas se permettre d'avoir une position perdante qui perd plus de 5 points parce qu'ils sont capables de gagner que 5 points. On a ce type de trader qui gagne petit et il faudra juste qu'il gagne souvent et qu'il gagne petit, il faudra juste qu'il gère la variable de perte pour pas que tout son PNL soit réduit à néant. Et on a ce type de trader qui perd petit, mais qui, quand il gagne, il prend le range. C'est-à-dire qu'il va scalper en perdant 1 point, 2 points, 3 points, mais quand il va gagner 10 points. Donc chaque personne a un profil selon son caractère, et selon son profil, il va adapter sa stratégie sur le trading du carnet d'ordre. Et grâce à ça, c'est une méthode de trading où il n'y a pas de limite. Quand je vous ai montré au départ la salle de Marek Spectron, c'est des personnes en fait qui arrivent, qui se forment, et au départ, ils les mettent sur simulateur. Ils leur donnent un contrat futur, 10 contrats futurs. Et dès que les personnes gagnent de l'argent, c'est très facile de monter ça. On peut traiter un lot comme on peut traiter 100 lots, comme on peut traiter 1000 lots. Au-dessus, c'est plus compliqué. Donc il n'y a pas de... la stratégie, elle reste la même. C'est juste le nombre de contrats qu'on peut monter selon le marché, s'il est liquide ou pas. Et le second avantage, le troisième avantage, c'est qu'on peut... c'est un type de trading qu'on peut faire sur tous les types de marchés. Si on fait des charts, je ne suis pas anti-chart, hein, mais j'arrive pas à voir comment on peut répliquer une méthode de trading à grande échelle en fait. Par exemple, pour gérer une équipe, parce qu'on ne maîtrise pas vraiment la variable risque. Là, on peut gagner sur tous les marchés. Si un marché là, il est en range, donc là, ça c'est le meilleur marché pour trader le carnet d'ordre, c'est-à-dire que il y aura des vendeurs, acheteurs, même sur un chart, c'est facile de le voir parce que ça fait ça toute la journée, donc là c'est assez facile. Et même dans les tendances haussières ou baissières, il y a toujours un gros acheteur et un gros vendeur. Le marché ne descend pas de 8h à 17h30, même quand le marché est bearish, est très baissier, ça ne descend pas one shot. Ça descend et ça remonte, ça descend et ça remonte. Donc, dans ce type de marché-là, on adapte notre stratégie parce que c'est beaucoup plus risqué, mais il y a toujours une défense de rappel. Sinon, si ça baissait, même si le marché finit à -3, ça s'est fait en 8 heures ou 10 heures. Donc, il y a toujours des mouvements, même dans des fortes baisses, des mouvements de hausse, de fortes baisses, mouvements de hausse. Nous, ce qu'on va jouer, c'est ces niveaux-là. Donc, le carnet d'ordre aussi, ça permet de traiter le marché actuel, contrairement au chart, où c'est la dérivée en fait du marché réel. C'est-à-dire que les charts, c'est qu'est-ce qui se passe sur le marché, ça vous donne un chart, ça vous donne des figures, et après vous prenez position. Ça donne des niveaux de support et de résistance qui sont totalement valides, hein. Je ne dénigre pas les charts. Mais sur le carnet d'ordre, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure à des personnes qui me posaient des questions, il y a des personnes qui traitent le carnet qui ne traitent pas du tout avec des charts. Moi j'utilise les charts pour les gros niveaux de support et résistance. Je ne me prive pas d'informations, je ne vais pas essayer de voir des dépôts ou des trucs comme ça. Ce que je veux, c'est sur le chart, est-ce que visuellement il y a des gros niveaux de support et de résistance que j'arrive à voir facilement. Quand on arrive sur ces niveaux-là, je ne vais pas prendre une position. Je vais attendre de voir ce que me dit le carnet d'ordre. Si on a un niveau à 2820 sur un chart, parce que à chaque fois ça arrive à 2820, ça descend, je vais le prendre en compte, et quand on va arriver à 2820, je vais regarder sur le carnet. Si je vois qu'à 2820, il y a un acharné qui achète à coût de 1000 contrats, je vais pas vendre.
Parce que peut-être il a des ordres d'achat jusqu'à 2830. Et à 2830, quand je verrai que cet intervenant n'achète plus, là je vais vendre. Donc j'aurai un meilleur prix par rapport à quelqu'un qui fait uniquement du chart. Allez-y. Acheter. Il y a celui qui place son ordre qui se fait taper. Ouais. Et forcément, il y en a un qui a tapé son ordre pour. Ouais. Mais celui. Vous considérez que c'est un achat ou c'est une vente? C'est toujours les deux en même temps. Bah, si le marché il monte, il y a toujours un acheteur et un vendeur. Si les marchés montent, ça veut dire que ce sont les vendeurs qui se font. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un acheteur. Ah oui, donc l'acheteur court. Ouais. Si le marché, il y a le marché, c'est la confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. Si vous avez un marché qui monte, il monte parce qu'il y a des gens qui veulent bien vendre. Mais le marché, il est en train de monter parce qu'il y a un acheteur qui veut que acheter. Et il achète au premier vendeur. Donc ce ne sont pas des impatients qui normalement posent leur ordre et attendent. Voilà. Il y a des asset managers ou des structures financières qui placent leurs ordres. Et si vous avez un mutual fund qui dit je vais vendre 30% de mes obligations et acheter 30% d'actions. Donc les futurs, c'est dérivé des actions. Donc cette personne-là, quand elle va vendre ses obligations, parce qu'elle estime que c'est plus rentable pour acheter des actions, elle va arriver sur le marché, elle va être agressive. Parce qu'elle a 20 ou 30 milliards à acheter, elle ne peut pas placer un ordre sur 5 prix. Elle va dire moi je vais acheter pour 30 milliards. Et là, ça va faire monter le marché. Donc là, on a un gros intervenant. C'est ce genre de truc. Pour répondre à votre question, il y a des personnes qui placent des ordres. Souvent, les gens qui placent des ordres, c'est des ordres de sortie. Mais quelqu'un qui veut acheter, il a un niveau de prix, il va dire bon, moi je vais acheter parce qu'il y a une nouvelle. Par exemple, quand